Bonjour à tous. On va commencer par se présenter rapidement. Alors, je m'appelle Gauthier Lard, je suis le cofondateur d'Eduxim. Donc, on fait un logiciel d'évaluation par compétences à destination des établissements, du collège jusqu'au supérieur. On a créé l'entreprise il y a maintenant 3 ans. De métier à la base, je ne suis pas enseignant, je suis informaticien. Je suis venu à l'enseignement suite à des propositions dans ma carrière. Et ça fait 13 ans maintenant que j'enseigne dans le supérieur. Et c'est comme ça qu'on en est venu à Eduxim, qu'on s'est rencontré avec Abdallah. Donc, bonjour à tout le monde aussi. Moi, c'est Abdallah Bratos. Moi, je connais Gauthier depuis une dizaine d'années maintenant. Et depuis 7 ans, pareil que lui, j'ai abandonné le monde, on va dire, d'entreprise privée pour aller dans l'enseignement, pareil, dans le supérieur. On a eu un parcours qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve devant vous. On va vous raconter un peu la jeunesse du projet, pourquoi est-ce qu'on est là. Je redonne la parole à Gauthier. Alors, on a une petite question à vous poser pour démarrer. Est-ce que vous pensez que les notes sont un bon indicateur pour évaluer le talent d'un étudiant ? C'est ça. Donc généralement, quand un élève ou un étudiant reçoit une mauvaise note, on garde que ce sentiment de la mauvaise note. On ne regarde pas le positif. Potentiellement, il y a énormément de choses qui étaient positives, des apprentissages à approfondir, à continuer. Entre vous, est-ce qu'il y a des personnes qui font déjà de la pédagogie par compétences ? Est-ce que vos élèves suivent, on va dire, leur niveau d'acquisition, leurs compétences? Est-ce qu'ils s'y intéressent? Est-ce qu'ils sont inclus dans ce processus? Pas bien, ça dépend des matières. Les langues, par exemple, on aime. Oui, les langues se portent très bien. Et les langues générales, enfin les matières générales, c'est un peu plus compliqué. Donc on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut simplifier ce processus, comment est-ce qu'on peut les inclure, comment est-ce qu'on peut redonner, on va dire, qui se sentent vraiment inclus dans le processus d'évaluation et d'acquisition. Alors, la question, on va déjà vous expliquer comment nous, on s'est intéressé à l'évaluation par compétences. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai démarré ma carrière en 2012 dans l'enseignement. On m'a proposé de donner des cours d'informatique en école d'ingénieur. Et j'ai reproduit le schéma classique de cours qu'on avait, cours théoriques, TD, TP, projet, et puis après une évaluation sommative. Au bout de quelques années, on s'est quand même posé un constat. J'ai trouvé que c'était pas brillant au niveau de l'acquisition des compétences des étudiants, entre ce que j'expliquais, ce que l'étudiant avait compris, ce qui après est restitué en évaluation. Souvent, on avait un delta. Les étudiants sur ce format de cours s'ennuyaient plutôt, ils n'écoutaient pas les parties théoriques, ils ne voyaient pas l'implication qu'on avait tant qu'on ne faisait pas le TP. Et avec ce modèle-là, avec une évaluation sommative à la fin, on n'avait pas de solution de rattrapage simple parce que on avait fini le nombre d'heures de cours pour le module, donc il fallait faire comme ça. On avait juste une note et c'était terminé. Donc on a décidé de changer notre approche pédagogique et de passer sur une pédagogie par compétence, donc on appelle APC. Et cette pédagogie à compétence, globalement, qu'est-ce qu'elle dit? Elle est axée sur l'action. Les étudiants vont apprendre en faisant. On va vraiment axer nos apprentissages dans des situations d'apprentissage. On va contextualiser tout ça et on va évaluer les compétences de nos étudiants en situation d'apprentissage. Pour ça, il faut commencer par définir notre référentiel de compétences. Alors aujourd'hui, tous les référentiels ont des compétences. Par contre, là où il y a un manque, ça va être dans les critères d'évaluation qui doivent être très précis. Ici, on vous a pris un exemple du référentiel de compétences du permis, qui parle un petit peu à tout le monde, où on va commencer par avoir une compétence qui est maîtriser le maniement du véhicule dans un trafic faible. Et le premier critère d'évaluation, ça va déjà être de connaître les organes et commandes de véhicules pour effectuer des vérifications intérieures et extérieures. Donc, pour évaluer ces critères d'évaluation, on va avoir une échelle de performance, qu'on va appeler des niveaux de performance, qui va permettre de déterminer le niveau de nos élèves. Et pour qu'ils puissent s'évaluer, pour qu'on ait quelque chose de transparent, on va venir écrire des descripteurs de performance qui vont, pour chacun de ces niveaux, expliquer
ce que l'étudiant doit maîtriser. Et on va graduer ce niveau de maîtrise dans le descripteur pour avoir quelque chose de très transparent et pour favoriser l'auto-évaluation de l'étudiant. On va bien sûr partager ça avec l'étudiant pour qu'il puisse avoir une visu de ce qu'on attend de lui. On a dû aussi revoir la place de l'évaluation. Là où avant on faisait qu'une évaluation sommative, on est passé sur une évaluation diagnostique qui va nous permettre de déterminer le niveau de l'étudiant. On fait de l'évaluation formative pendant les modules et une évaluation sommative en fin de module, comme on faisait avant. Et dans certains cas, quand on fait plusieurs modules, on peut passer une certification, avoir une évaluation certificative pour valider les acquis. La problématique de ça, c'est qu'on a plus d'évaluations à faire. On se dit on a le même volume horaire de temps, mais on a plus d'évaluations à faire. Comment faire pour pouvoir intégrer plus d'évaluations? On va intégrer des nouvelles modalités d'évaluation. Et on va reporter le travail de la preuve de montée en compétences aux étudiants, et on va leur faire des auto-évaluations et de l'évaluation par les pairs, qui va nous permettre, déjà en tant qu'enseignant, de déléguer de la charge d'évaluation, d'impliquer les étudiants dans leur formation et de s'imprégner du référentiel et de les faire et vraiment de les rendre acteurs de leur formation. Et en plus, on les place en position d'évaluateurs. Donc si on se rappelle de la pyramide de la taxonomie de Bloom, avec la pyramide, quand le niveau évaluateur est proche de la maîtrise totale de la compétence, ce qui permet de les faire monter en compétence sur les compétences du référentiel. Une des problématiques qu'on a rencontrées et qui a mené à la création d'Eduxim, c'est l'importance de l'outil. Pendant 2 ans, on a fait notre référentiel, comme on vous a montré, avec nos dizaines de critères, et on a mis ça dans Excel. Le problème, c'est que quand on doit faire une grille d'évaluation avec 20 critères pour 30 étudiants, on se retrouve avec 30 grilles à gérer, où on va colorier des cases, on doit ressortir des notes à la fin, on n'a pas de consolidation de données, on a une gestion logistique qui va être complexe, les grilles ne sont pas forcément partagées, il n'y a pas d'historisation, un calcul de notes est compliqué, ça peut vite amener à du découragement de l'équipe pédagogique et à dire finalement, quand je mettais ma note, c'était plus simple. Donc nous, c'est pour ça qu'on s'est dit on va faire quelque chose, parce qu'on se trouve que cette méthode elle a beaucoup d'avantages, comme Abdallah nous explique. Donc, on s'est lancé égoïstement à l'époque à faire un outil en interne. On a cherché, on a utilisé les outils du marché que vous connaissez tous. Il n'y avait pas assez de détails, on trouvait que les étudiants n'étaient pas assez inclus dans ce processus. Ça nous forçait à rentrer dans un système assez minimaliste qui répondait aux exigences ministérielles minimum, on va dire, mais qui faisait en sorte que le processus de la pédagogie, les nouvelles façons pédagogiques, la pédagogie par projet, n'était pas pris en compte. Donc, égoïstement, on était dans une école d'informatique, on s'est dit, super, nous, on peut faire notre propre outil. De fil en aiguille, d'autres enseignants qui étaient dans d'autres écoles ont vu notre outil et ils nous sont dit, non, mais c'est pas possible, nous, on veut ça aussi. Quelques années plus tard, exactement 5 années après avoir travaillé sur cette plateforme, on arrive à un outil utilisable qui est aujourd'hui déployé, utilisé par plus de 60 000 élèves et étudiants quotidiennement. Donc qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça apporte directement pour les élèves? Ils ont un engagement renforcé. Donc on a vu ensemble, ils savent exactement ce qu'on demande d'eux. J'irais même jusqu'à dire ils ont l'impression de tricher. Lorsqu'on attend d'eux une évaluation, qu'elle soit formative ou sommative, on partage la grille. Ils ont exactement ce qu'ils ont besoin de faire pour arriver à une bonne note. Ils vont jouer le jeu, ils vont viser le vert. Ça va même plus loin. Lorsqu'ils reçoivent leurs notes à la fin, lorsqu'ils reçoivent leur correction, au lieu d'aller se comparer les notes, dire « Ah, moi j'ai eu 14, toi tu as eu 16, pourquoi? On a fait la même chose, j'ai l'impression. » Ils vont aller voir exactement sur quels critères, sur quelles compétences il y a une différenciation. Et ils vont argumenter sur un fond concret. Ils vont avoir une confiance en soi parce que s'ils ont du mal à valider une compétence, ils vont aller sur l'outil et analyser qu'est-ce qui s'est passé. Pour ça, on va voir ensemble, je peux vous raconter pendant des heures et des heures à quoi ça ressemble, ça serait mieux de visualiser. Ici, je suis connecté sur un CAP maintenance de véhicule. Donc,
On va travailler sur l'entretien d'un véhicule, la vidange, l'entretien des pneumatiques, etc. Je suis l'étudiant Bob et je veux voir, par exemple, sur vidanger l'huile moteur, où est-ce que j'en suis aujourd'hui. J'ai eu plusieurs évaluations dessus. Je vois qu'au début, j'ai démarré sur un niveau assez bas et au fur et à mesure de l'avancement dans l'année, j'ai acquis ma compétence. Plus on regarde ici, plus je peux analyser le nombre de fois que ce critère-là a été réévalué dans différents contextes, potentiellement par différents évaluateurs. Si Bob était en alternance ou en stage, je vais pouvoir aussi récupérer ces infos-là. Donc ici, moi en tant qu'étudiant, je peux voir d'un coup d'œil où est-ce que j'en suis, où est-ce que je vais, et je sais que maintenant, normalement, je peux baisser la garde sur cette compétence-là. Je l'ai validée. Si je veux analyser quelque chose que je n'ai pas encore validé, par exemple le changement de filtre à huile, je peux voir que lorsque j'ai effectué ce travail-là, au fur et à mesure que je l'ai effectué, j'ai eu des niveaux plus ou moins précis. Je suis encore actuellement sur un niveau en cours d'acquisition. Ça ne veut pas dire que ça me démotive. Si je regarde ma tendance, elle est assez stable. Donc je dois juste ajouter un peu plus d'effort pour la valider. Si on regarde ce qui se passe pour les enseignants, le but, c'est de voir votre cohorte d'élèves ou votre cohorte d'étudiants et d'avoir des informations qui sont assez claires, qui en ressortent d'un clin d'œil. Pas d'aller chercher des informations dans des Excel, pas d'aller analyser individuellement chaque étudiant. Si je regarde à quoi ça ressemble dans l'outil, on a un bilan de compétences. Ce bilan de compétences est regroupé en fonction du programme ou du référentiel de compétences directement par famille, avec toutes les compétences en dessous. Sur un étudiant spécifique ou sur un cohorte d'étudiants, sur une promotion, sur une classe, je peux voir qu'est-ce qui est validé, qu'est-ce qui n'est pas validé. Ça, c'est à jour tout le temps. Je n'attends pas la fin du semestre ni d'un trimestre pour l'avoir. Dès qu'une évaluation est en cours ou clos, c'est à jour. Je sais exactement à n'importe quel moment où en sont mes élèves dans leur validation. Je peux avoir le détail de pourquoi c'est en cours, pourquoi c'est validé. Il y a tout un système derrière de règles de validation, de calcul de niveau de coefficientage. Ça, c'est ce qui est défini dans un programme. C'est déjà inclus dans la plateforme. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ces infos-là. L'avantage principal aussi pour les enseignants, c'est qu'on travaille tous sur un référentiel commun. Nous, dans la plateforme, le référentiel, les programmes sont gérés. Quand il y a une mise à jour, ils sont automatiquement poussés. Ils sont versionnés, vous pouvez voir le programme de l'année d'avant, le programme actuel. Il n'y a pas d'entretien à faire. On peut également partager les grilles d'évaluation. Si je suis un prof de maths et que j'ai créé une évaluation sur les matrices et le prof de physique veut réutiliser les mêmes critères, la même structure d'évaluation, je peux lui donner, il peut l'adapter. On garde cette liberté pédagogique. Pour l'établissement, pour les professeurs ou les directeurs pédagogiques ou les directeurs de classes, de programmes, on peut avoir un suivi plus large. On peut visualiser le niveau d'accomplissement du programme, de complétion du programme. C'est-à-dire que si je vais, pour analyser, pour par exemple un étudiant spécifique, où en est son taux d'évaluation, je peux voir que 51% de mon programme, en 2 clics, n'est pas encore évalué. Si je clique dedans, je peux aller dans le détail de savoir exactement quels sont les éléments qui ne sont pas évalués. Là, c'est un CAP, donc on est plutôt par famille et par compétences. Si c'était un programme de collège, j'aurais les matières, les compétences, à quelle période ils sont censés être évalués, qu'est-ce qui est en retard, qu'est-ce qui n'est pas encore, qu'est-ce qui est prévu. Le but de tout ça, c'est de pouvoir prouver son attractivité. C'est-à-dire qu'au sein d'un établissement, on va avoir un niveau d'exigence spécifique. Ce niveau d'exigence, il va pouvoir être partagé. On va avoir des enseignants qui attendent les mêmes niveaux d'exigence. Ils vont pouvoir travailler sur un même référentiel, ces mêmes critères d'évaluation et ces mêmes, on va dire, pondérations. Alors maintenant, on va voir comment on peut déployer l'APC au niveau d'un établissement et toutes les barrières qu'on a eues chez nos clients et comment on les lève.
Donc, on a identifié trois axes. Le premier, c'est la création du référentiel. Comme vous l'avez vu, les référentiels sont déjà fournis avec les compétences. Par contre, on n'a pas les critères d'évaluation. Souvent, quand on vient mettre en place cette pédagogie, on dit oui, mais on va passer beaucoup de temps à faire nos critères d'évaluation, c'est complexe, c'est long. Et nous, on amène, avec de l'IA générative, on va pouvoir générer tous ces descripteurs de performance qui manquent ou ces critères d'évaluation. On va faire une petite démo. Donc là, je me positionne sur le référentiel, toujours le référentiel du CAP. Je peux prendre une famille de compétences, sélectionner une compétence, par exemple celle-là. Donc là, on a le référentiel officiel. Ça, ce sont des éléments qui sont fournis, qui peuvent être adaptés à une situation spécifique. On peut en sortir des programmes pédagogiques qui sont plus découpés que les programmes officiels. Généralement, c'est ce qu'on fait pour que ça soit utilisable au quotidien. Dans cette situation, derrière, on a ces critères. Généralement, ces critères, on peut facilement les déterminer parce que c'est eux qui vont être évaluables. À l'intérieur de chaque critère, généralement, on a les différents niveaux attendus, mais on n'a pas les descripteurs. Ici, bon, nous, on a fait le travail, on les a déjà saisis, mais rien ne nous empêche ici, dans l'outillage, de dire, en fonction de toutes les infos qu'on connaît, donc le niveau d'étude attendu, le programme complet, la périodicité, la description, le critère, qu'est-ce que je peux mettre en dessous pour que ça soit pour que ça corresponde à ce que j'attends de mes élèves ou de mes étudiants. Donc ici, vous voyez, avec tout le contenu qu'on a directement dans la plateforme, on arrive à en sortir et à en extraire. On pourrait même ajouter des cours, des programmes, si vous en avez. On peut le brancher à des systèmes de contenu existants pour générer ici automatiquement les niveaux. On peut bien sûr les modifier, on garde notre liberté pédagogique si on veut changer un peu la façon dont c'est écrit, dont c'est rédigé. Et en un clic, je peux directement mettre à jour mes descripteurs. Là, du coup, je fournis directement à mes élèves et mes étudiants un niveau attendu qu'ils vont pouvoir lire pour comprendre ce qu'on attend d'eux. Et de la même manière, on va pouvoir générer des critères d'évaluation complets avec la description, les axes d'évaluation qui sont dans le critère. On va pouvoir vraiment fournir une première version qui est opérationnelle du référentiel et prêt à l'emploi. Après, il sera adapté suivant les pratiques de chacun des enseignants, mais on ne parle pas d'une page vide, on parle déjà de quelque chose qui est exploitable. Ensuite, on a toujours l'attachement aux notes. En France, on aime quand même bien mettre des notes. Et c'est souvent une problématique parce que souvent, surtout sur les matières générales, on va avoir souvent des exercices qui vont être barémés. Et on a du mal à faire le pont avec la pédagogie par compétences. Et l'autre objection qu'on a aussi, c'est oui, mais quand je passe dans ma grille, j'ai des notes très tranchées. Parce que souvent, quand on est sur un barème, il y a des choses qu'on n'explique pas dans le barème, mais qu'on évalue quand même, qui sont les compétences psychosociales. Si on fait une copie, on va tenir en compte l'orthographe, la tenue de la copie. Si on est à l'oral, on va tenir la capacité à s'exprimer du candidat, etc. Donc on va pouvoir le faire via l'outil. On va vous montrer juste après. On va juste passer à la slide suivante. Et l'autre point, c'est la problématique de temps. On dit, du coup, avant, j'avais des copies, je corrigeais, je mettais une note, c'était terminé. Maintenant, j'ai des grilles à remplir, c'est compliqué à créer, il faut que je maintienne sur plusieurs étudiants, sur plusieurs évaluations. C'est une logistique qui est très chronophage. Et nous, on va améliorer ça. En faisant un gain de temps de plus de 80% sur la création des grilles. On va vous montrer comment on crée une grille de manière très simple et aussi comment on crée une évaluation barémée. Donc l'idée ici, ça serait de voir comment est-ce que l'outil, je l'utiliserai au quotidien. Je veux créer une grille d'évaluation. On distingue deux choses. Je peux créer une grille d'évaluation par compétence, avec une grille critériée. On va faire ce premier cas. Donc je vais très rapidement, vous allez voir, sélectionner des données, appliquer un coefficient. Donc là, on a des modules d'auto-évaluation, d'évaluation par les pairs qu'on ne va pas activer. Je vais juste choisir une classe, créer ma grille. Donc là, j'ai une structure vide d'évaluation où je peux affecter des dates, la visibilité, etc. Tout ça, c'est assez classique pour un logiciel de gestion. Et ce que je vais faire spécifiquement, c'est qu'il sait que moi, j'interagis
dans les cours sur quelques familles de compétences, il va me les proposer. Ici, si c'est la compétence effectuer un entretien périodique, je le sélectionne. Il va automatiquement tirer tout de la programmation actuelle, hein, et me le proposer. J'ai ma liberté pédagogique de dire que je veux évaluer que quelques-unes des critères et je l'ajoute à mon évaluation. Ici, j'ai automatiquement une évaluation de créer avec mes descripteurs qui sont rangés dans une compétence spécifique avec des critères spécifiques. Je conserve toujours ma liberté pédagogique. Je peux aller modifier le contenu des descripteurs. Je peux rajouter des niveaux supplémentaires, en supprimer, adapter tout ça à ma situation spécifique. Dès que j'ai fini d'adapter, je vais pouvoir démarrer l'éval. Et là, je me retrouve avec une grille d'éval plutôt classique où je peux évaluer chacun de mes élèves sur chacun des éléments attendus. Donc ça, vous voyez, c'est la façon assez classique qu'on connaît. Sur chaque critère, je vais devoir positionner mon élève. Je peux bien sûr évaluer en masse. On a des évaluations plus simplifiées. Et au fur et à mesure que j'avance dans l'évaluation, vous remarquez ici qu'il y a une note qui est générée. Pour la plateforme ici, j'ai dit que toutes mes évaluations par compétences doivent être traduites en notes. Cette note, elle est calculée à partir de plusieurs choses. Lorsque j'ai créé ma grille d'éval, vous avez vu que dans mon programme, j'avais des coefficients qui étaient déjà positionnés. Dans une évaluation spécifique, je peux choisir de les mettre à jour pour réadapter ma note. À l'intérieur de chaque critère, sur les niveaux d'acquisition, vous avez également un poids qui est affecté. Ça, c'est le poids qui est hérité directement du programme. Pareil, je peux venir déroger si j'ai besoin. Et à partir de tout ça, on va pouvoir générer tout simplement une note sur 20. Le deuxième cas, et c'est le cas le plus classique, c'est que généralement, on a une évaluation par exercice, un devoir sur table. On a des exercices positionnés avec des points. Ce qu'il faudra faire pour les transformer en évaluation par compétence, tout simplement, c'est de venir affecter quelle compétence est à mettre en œuvre dans quel exercice. On précise le barème et c'est la plateforme qui va automatiquement, en fonction des coefficientages du programme, repousser les valeurs qui sont saisies. Ce qui fait que dans cette situation-là, quand je veux noter mes élèves ou mes étudiants, c'est tout simplement de mettre combien de points ils ont eu par exo. Et derrière, c'est automatiquement transformé. Si je prends l'exemple ici de Austin, je peux voir sa grille de compétences avec son niveau qui a été attribué automatiquement en fonction du nombre de points qu'il a eu dans son devoir. Maintenant, tu vas nous présenter comment est-ce qu'on facilite, nous, cette transition vers l'APC. Donc, pourquoi Eduxim? Pour faciliter cette transition, cette utilisation de l'APC au jour le jour. On a vu ensemble le bilan de compétences à tout moment. Ça, c'est un point assez important. Il faut que les infos soient disponibles. Il faut que les élèves et les étudiants sachent où aller récupérer l'info. Nous, ce qu'on a remarqué, lorsqu'on est passé directement à l'APC déjà, on a une amélioration de l'acquisition globale de 30%, assez nette, parce que on a nos étudiants qui sont inclus dans le processus, qui veulent jouer le jeu et qui veulent avoir le vert. Comment on sait qu'ils sont engagés dans le processus? Lorsqu'on regarde les statistiques d'utilisation de la plateforme, les étudiants se connectent en moyenne 3 fois par semaine. On pourrait dire qu'ils viennent juste voir leurs notes. Si on regarde le temps d'engagement, donc le temps d'utilisation de la plateforme, la moyenne, elle est de 10 minutes par connexion. Il ne faut pas 10 minutes pour aller récupérer une note. Donc ils sont là pour visualiser et lire exactement ce qu'on attend d'eux. Au niveau des enseignants, on a remarqué un gain de temps de 80% comparé à un système plus manuel où on va utiliser des fichiers Excel pour la gestion des référentiels, pour la gestion des évaluations par compétences ou les outils existants qu'on a tous déjà utilisés, où on doit lister chaque compétence et lier cette liste de compétences avec un niveau d'acquisition sur chacun de nos devoirs. L'avantage principal, ce gain de temps, il vient du fait que c'est une plateforme commune et il y a de l'échange. Je sais exactement quel enseignant
travaille sur quoi, et lorsque la grille elle est créée, on peut aller la réutiliser, on peut la réutiliser d'année en année, la faire évoluer au fur et à mesure, même revenir sur la grille, les anciens grilles, les corriger. Toute cette modification, cette liberté, elle est incluse, elle est réfléchie pour être inclue dans la plateforme. Pour le pilotage des formations, les données, les indicateurs, juste par exemple l'indicateur d'accomplissement, l'avancement du programme, de l'avoir au fur et à mesure de l'utilisation de la plateforme, elle est déjà assez significatif. Je peux savoir qu'à la fin de mon premier trimestre, si je ne suis pas à 40% de complétion, c'est que je suis en retard. Je peux aller directement voir quels sont les éléments que je n'ai pas finis, qu'est-ce que je n'ai pas encore évalué, et de les prévoir plus facilement dans mon emploi du temps. L'avantage principal aussi, c'est que toutes les données d'évaluation, par compétence, elles sont consolidées quelque part. Nous, la plateforme, le but, c'est que ça ne soit pas une plateforme supplémentaire. Elle va communiquer avec les plateformes existantes. Si on évalue dans Reduxim, la note, elle est poussée dans nos plateformes classiques, Pronote, École Directe, etc. Le but, c'est que ça facilite le processus au jour le jour. Pareil pour la connexion, un compte Eduxim, ça n'existe pas. Si vous êtes déjà sur un ENT, si vous êtes déjà sur un compte école, Eduxim vous reconnaît, vous êtes automatiquement connecté avec vos élèves, avec votre référentiel, etc., etc. Donc ces fonctionnalités-là, c'est ce qui est inclus aujourd'hui dans la solution. On a toute la gestion de la centralisation du référentiel, les programmes, les nouveaux programmes. On a les évaluations critériées, comme on a vu, à partir d'un barème, à partir d'une évaluation par compétence. Toute la partie suivi des compétences en réel. Donc là, on a vu quelques parties spécifiques, mais ça va plus loin dans le sens où on peut rajouter des règles de validation spécifiques, on peut gérer des parcours différents, on peut gérer des éléments d'évaluation qui sont obligatoires, d'autres qui ne le sont pas, sauf si l'élève a choisi un parcours spécifique. Si on souhaite suivre l'acquisition des compétences en alternance ou en stage, c'est une possibilité également. On va vers de plus en plus de métiers qui ont besoin d'une professionnalisation, qui ont besoin de stages. Ce qui se passe en entreprise ou ce qui se passe sur des stages personnels, on peut même aller jusqu'à dire à l'élève s'il y a des compétences que tu as mis en œuvre à la maison, sur des projets personnels, on peut les intégrer et les évaluer. Parce qu'ils ont de la valeur. Ça motive les élèves à avoir plus de liberté, à se sentir un peu plus inclus dans leur processus d'apprentissage. Merci de nous avoir écoutés. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, si j'ai bien compris, c'est une plateforme en ligne que vous présentez là, en fait. Oui, tout à fait. Comme outil. Donc, c'est un compte... alors, c'est l'établissement qui crée le compte ou ça peut être chaque enseignant parce que je vois que les enseignants, il faut qu'ils soient motivés, qu'ils aient envie de se lancer là-dedans. Donc, est-ce que c'est l'enseignant qui ouvre un compte personnel et il travaille avec, ou alors ça peut être aussi l'établissement complet qui prend... Alors, nous, on travaille au niveau de l'établissement parce qu'on trouve que ça a du sens d'avoir un référentiel partagé. Ça. On a quelques enseignants qui sont plus nos bêta-testeurs, qui ont des comptes personnels pour leur usage personnel, mais c'est pas notre business model. Nous, on fonctionne plutôt au niveau des établissements parce qu'on trouve que ça a du sens. Il n'y a qu'un enseignant qui fait ça et qui a que ses compétences à lui. Ça. Pour l'étudiant, c'est un petit peu frustrant parce qu'il n'a pas le reste de son, de son bilan de compétences. Il n'a que sur une matière. Et ce qu'on fait, par contre, c'est qu'on déploie au niveau de l'établissement, mais on fait beaucoup d'accompagnement pour passer à l'APC au niveau de l'établissement. Par contre, c'est des chantiers qui ne se font pas en 2 mois, c'est des chantiers qui sont sur plusieurs années. Où on va commencer par un petit groupe de profs pilotes, et puis après, une fois qu'on a des ambassadeurs, on va pouvoir déployer plus sur tout le reste de l'équipe pédagogique. D'accord. Non, c'est bien parce que justement... le problème, c'est l'outil. En fait, il y a plein de bonnes volontés. Enfin, je ne sais pas si les autres établissements sont comme moi, mais il y a plein de bonnes volontés. C'est des initiatives personnelles. Il y en a qui vont se perfectionner. Mais chacun fait un petit peu son petit tambouille dans son coin. Et là, ça permet peut-être d'uniformiser. C'est bien, c'est pas mal. Et ça permet aussi de permettre à l'établissement de consolider ses initiatives personnelles. Parce que souvent, une fois si le prof s'en va,
bah, on ne le fait plus. Alors que là, on consolide le référentiel de compétences au niveau de l'établissement et les critères d'évaluation. Quand un nouveau prof arrive, bah, il peut les récupérer, il va retravailler avec, il va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice et les mettre à jour. Mais ça amène de la valeur et ça capitalise ce référentiel de compétences au niveau de l'établissement. Et il y a une mémoire, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, tout ce qui a été renseigné l'année N-1 est conservé l'année N. Voilà. Tout à fait. Et on va pouvoir mettre à jour. Alors, si le programme change, nous, on va se charger de mettre à jour la structure du programme. Par contre, en plus, vous pourrez garder les anciens critères d'évaluation et les rattacher au nouveau programme, ce qui fait que rien n'est perdu. En fait, on va pouvoir réutiliser ce qu'on a fait par ailleurs, les remettre. Et puis, souvent, les réajustements de programme, c'est assez peu sur le contenu, ou le contenu, c'est assez à la marge. Souvent, on change un peu la structure et l'ordre dans lequel c'est fait, mais les critères d'évaluation restent les mêmes. Donc on va pouvoir les réutiliser d'une année à l'autre, réutiliser les grilles. Si le programme n'a pas bougé, on va pouvoir utiliser la même grille, la dupliquer, la réutiliser. Plusieurs enseignants vont pouvoir utiliser la même grille. Et après, ça va aussi favoriser les cours pluridisciplinaires. Ou avec un outil comme ça, on va pouvoir évaluer plusieurs personnes sur la même grille. On va pouvoir faire des activités pluridisciplinaires plus facilement. D'accord. Et en termes de RGPD, je suppose que c'est sécurisé. On est obligé en France, nous sommes soumis à la RGPD, donc on respecte, on est hébergé en France et on respecte la législation française, donc on ne joue pas avec les données, on ne vend pas les données personnelles. Et est-ce que c'est payant? Oui, c'est un abonnement annuel. C'est un abonnement annuel et c'est un coût au nombre d'étudiants, ça varie. Plus vous avez d'étudiants, moins c'est cher. D'accord, oui, c'est un forfait établissement en gros. Tout à fait. Merci, j'avais une question. Si un élève change d'établissement et qu'il y a ça dans les deux établissements, est-ce que ça peut suivre l'élève? Oui, tout à fait. En fait, nous, quand on démarre, on choisit un établissement sur lequel on se positionne. Alors souvent, ils n'en ont qu'un, donc on arrive directement. Mais sinon, on peut du coup visualiser ce qu'on a fait dans les autres établissements et c'est consolidé automatiquement. Le niveau d'acquisition est consolidé. Okay. La conférence, ça s'appelait évaluer par compétences au lycée, mais c'est valable collège, lycée, collège, lycée, supérieur. Ouais. Nous, du coup, on vise du collège jusqu'au supérieur. Aujourd'hui, on est plus déployé dans le supérieur, qui a qui est contraint par Calliope de mettre en place de l'évaluation par compétences, et aussi dans les CFA, etc., où c'est beaucoup plus déployé comme méthode d'enseignement, parce que c'est plus facile sur les matières professionnelles que sur les matières générales. Mais on se déploie aussi dans les lycées et dans les collèges. Alors c'est une question qu'on nous a posée. Aujourd'hui, on n'a pas de compte parent. Si le parent veut avoir accès, il utilisera le compte de l'enfant. Mais c'est une vraie question qu'on se pose et je pense qu'on implémentera les comptes parents aussi. C'est pas le cas aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'on va faire. Aujourd'hui, on peut déjà inviter des personnes à visualiser des choses. Maintenant, il faut juste qu'on modélise ça en parents, quoi. Parce qu'on revenait sur la note, là, c'est vrai que les élèves adhèrent bien. C'est-à-dire à partir du moment où l'enseignant a bien expliqué l'enjeu et puis qui implique l'élève dans son apprentissage, on a l'adhésion assez facilement des élèves. Jouer le jeu, arrêter de regarder sa note, etc. Mais pas les parents, en fait. Je sais que les parents, ils aiment bien avoir à la fin, on leur explique, mais bon, finalement, il a combien? Il n'a pas eu 18. Enfin, donc, le parent est encore bloqué avec les tests PISA et tout. C'est vrai qu'on a besoin de données chiffrées, malheureusement. Mais je pense que là, il y a un décalage. Les enfants rentrent bien, et même les enseignants aussi, je trouve, dans ce processus d'évaluation par compétence. Ça ne leur pose pas de problème. Mais c'est les parents, je trouve que c'est eux qui ont du mal, en fait, à l'accepter. Tout à fait. C'est pour ça qu'on produit des notes. Parce que de toute façon, il en faut pour les bulletins, il en faut pour... il en faut, donc on arrive à refaire les LSL et compagnie là, qu'il faut faire remonter, il leur faut des notes. Donc tout à fait. Mais moi, s'il n'y avait pas de notes, moi, ça me plairait. Tout à fait, mais avec l'outil, on a les deux, on a et la note et l'évaluation par compétence. Il n'y a pas besoin de mécanique intellectuelle pour se dire allez, je fais ça, je le calcule, c'est fait automatiquement. Et puis la méthode de calcul, elle est partagée pour l'établissement, c'est ça qui est bien, c'est que c'est la même partout. Elle ne dépend pas de l'enseignant, c'est une règle, c'est la même règle pour tout le monde.
Et puis j'ai une dernière question. Donc vous avez parlé de formation, il faut former Oui. les équipes. Et ça, combien de temps il faut pour être formé Alors, pour pouvoir utiliser cette plateforme? Alors, pour l'utilisation, globalement, de la plateforme, en 2 heures, c'est fait. Ah d'accord. Par Elle est contre, assez intuitive. Voilà, elle est- ouais, voilà, ça marche assez bien. Par contre, on va faire de l'accompagnement. Ça va être au niveau de la rédaction du référentiel, souvent, s'il n'y en a pas en place. d'accord. On va aussi faire de l'accompagnement aux nouvelles pratiques pédagogiques et à la nouvelle place de l'enseignant. Donc plus sur l'aspect pédagogie, sur comment changer de paradigme quand on a été cours TDTP et on veut passer à quelque chose on va dire, d'un peu plus moderne et plus dans l'accompagnement des étudiants. C'est là où ça va souvent être le plus long parce que le but est souvent de convaincre sur la méthode et du coup l'utilisation de l'outil en découle tout seul. Ouais. Mais souvent les réticences ne sont pas sur l'utilisation d'un outil mais sur l'utilisation de la méthode. Vraiment. Eh bien merci. Merci beaucoup.